Bonjour Christophe Ventura. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci Christophe d'avoir accepté notre invitation. Christophe, tu es chercheur à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Tu connais évidemment bien l'Amérique latine, ce n'est pas la première fois qu'on t'invite. On va revenir sur l'élection présidentielle en Équateur. On va revenir aussi sur les révoltes au Chili. On parlera du Brésil de Bolsonaro. Très rapidement, d'abord, qu'est-ce qu'on sait de la situation sanitaire en Amérique latine? Elle est très inégale d'un pays à l'autre ou est-ce que c'est assez homogène? Elle est presque homogène dans le sens où si on met de côté 3 ou 4 pays qui sont dans le désordre, Cuba, le Venezuela, l'Uruguay et le Paraguay, le reste de l'Amérique latine est durement frappé par la pandémie tout style de gestion confondu, le résultat est le même, c'est que tous les pays latino-américains, pour des raisons structurelles en fait, qui sont liées à la fragilité des systèmes de santé, à l'inégalité d'accès à ces systèmes de santé, à leur limitation très forte de capacité productive de vaccins, puisque à part l'Argentine, le Brésil et le Mexique, aucun pays n'est capable de produire des vaccins et ceux qui sont capables de le faire n'ont pas toujours les brevets pour le faire, à part le Mexique et l'Argentine qui ont un partenariat avec AstraZeneca, parce que tout simplement, les problèmes structurels, c'est la pauvreté, c'est l'informalité. Rappelons-nous qu'en Amérique latine, un travailleur sur 2 travaille dans le secteur informel, c'est-à-dire au noir, pour parler familièrement, et que donc ces gens-là n'ont pas de protection sociale, n'ont pas de système d'amortisseurs sociaux, et s'ils ne travaillent plus, ils n'ont plus de revenus du jour au lendemain, donc c'est très compliqué pour le confinement. On pourrait ajouter l'insalubrité, les 100 millions de latino-américains qui vivent dans des conditions de bidonville, où les mesures de distanciation physique sont strictement impossibles à mettre en place quand il n'y a pas d'eau courante pour se laver les mains et la promiscuité qui vous empêche de mettre les mesures de distance, etc., etc. Donc c'est tout ça qui fait que ces pays-là sont fortement touchés. Juste, tu n'as pas parlé du vaccin cubain, le vaccin qu'ils vont appeler Souveraineté 2. D'après toi, c'est genre une source d'espoir. Il faut l'attendre, ce vaccin qui va être sous licence libre et qu'ils ont dit qu'ils produiraient à plus de 100 millions de doses en 2021. Oui, je crois que c'est très sérieux. En général, quoi qu'on pense des autorités cubaines, ils ne font pas du bluff. Quand ils annoncent quelque chose, c'est que c'est en train de se faire. Et là, oui, je crois que ce vaccin, qui est pas une surprise, je veux dire, Cuba, c'est le système de santé en biotechnologie, en particulier le plus avancé d'Amérique latine, ça c'est sûr, mais aussi un des tout meilleurs au monde. Ça fait très longtemps que Cuba a des partenariats en biotechnologie et en médecine vaccinale avec le monde entier, y compris avec des pays avec lesquels il n'est pas ami. Donc oui, tout ça est très sérieux. J'ajouterais même que pour les Cubains, c'est assez vital parce que ce vaccin pourrait même devenir une sorte de, comment dirais-je, de quelque chose qui permet d'attirer finalement les gens à Cuba, même dans le cadre du tourisme, parce on pourrait peut-être à Cuba aller pour faire du tourisme et se faire vacciner. Et en fait, je crois que c'est un peu une stratégie du gouvernement parce que le tourisme pour le gouvernement est un secteur clé pour essayer de relancer leur économie. Il y avait une élection présidentielle en Équateur, je le disais tout à l'heure. C'est le dauphin de l'ancien président coréen, Andrés Arauz, 36 ans, qui est arrivé largement en tête. Il est socialiste. Et face à lui, grosse surprise, l'avocat de gauche, Yacu Pérez, il est indigène. Il pourrait lui faire face au second tour. À l'heure où on se parle, on ne sait encore pas vraiment si c'est lui qui sera au second tour, puisqu'il fait jeu égal visiblement avec la droite. Mais si c'était lui qui devait arriver en tête, ça veut dire que la gauche, de toute façon, a priori, la gauche devrait gagner cette élection présidentielle. Il y a 2 nuances de gauche qui se dessinent. C'est quoi la différence qui sépare un Andrés Arauz d'un Yacu Pérez? Alors, c'est un sujet qui est un peu, qui est tout à fait dans l'air du temps au-delà de l'Équateur. C'est-à-dire que Yacu Pérez, c'est quelqu'un qui a réussi à agglomérer autour de lui à partir j'ai envie de dire, d'un tronc, d'un socle de positionnement qui sont un positionnement écologiste, un positionnement indigène, donc qui renvoie, en tout cas en Équateur, à une réalité sociale importante, puisque plus du tiers des Équatoriens sont indigènes. Il a aggloméré autour de lui tout un arc de mécontents, en fait, finalement, de l'offre politique générale, qu'elle soit l'offre qui était issue du gouvernement sortant d'Eline Moreno, ou qu'elle soit celle d'une partie de la gauche, effectivement, qui avait rompu
avec Rafael Correa et la Révolution citoyenne, parce qu'elle considérait que la gauche au pouvoir eh bien, avait des pratiques qu'elle ne soutenait pas, que la vision du modèle de développement de l'Équateur dit extractiviste eh bien, était rejetée par cette partie de la gauche-là. Et c'est un peu tout ça qu'il a aggloméré, Yacoub Pérez. Alors en fait, son électorat, mais qui à mon avis qui n'a pas une cohérence idéologique ou une cohérence, disons, politique durable. C'est ça qui va être compliqué parce qu'il agglomère des secteurs de mécontents autour de lui. Alors, les secteurs qui votent pour lui, c'est encore une fois, je disais, la gauche qui a rompu avec Correa, mais qui reste quand même de gauche. Et c'est pour ça que ce électorat-là aura du mal à aller avec Guillermo Lasso, qui lui représente vraiment la droite ultralibérale et pro-américaine. Il y a autour de lui il y a les courants écologistes, mais qui sont un peu les courants, j'ai envie de dire, de la gauche intellectuelle, urbaine, qui est souvent même proche du secteur des ONG. C'est un peu la société civile, on va dire, qui est autour de lui. Et puis, il y a aussi une partie de son électorat qui est une partie du mouvement indigène et du vote indigène rural, qui est plutôt quand on s'intéresse au monde indigène équatorien, qui est plutôt pour le coup la partie un peu conservatrice et rurale du mouvement indigène qui est derrière lui. Tandis qu'une autre partie de ce mouvement indigène, de la CONAIE, eh bien, reste encore un soutien à Arauz. Donc, c'est ça qui est tout autour de lui. Ça lui a permis d'atteindre 20% des voix au premier tour, ce qui est un peu la surprise de cette élection. Alors, est-ce que ça va lui permettre de gagner? Rien n'est moins sûr, parce que les logiques de deuxième tour sont des logiques de deuxième tour. Il dit qu'on essaye de Pardon ? Yacoub Pérez et les gens autour de lui disent qu'on essaye de l'empêcher d'atteindre le deuxième tour. Alors, c'est effectivement. Essaient de l'en empêcher. Voilà, alors avant qu'on discute, je regardais justement la presse équatorienne là. Et effectivement, Yacoub Pérez parle de fraude. Il dit qu'il y a une fraude qui lierait tous les autres candidats pour l'empêcher d'être au deuxième tour. Bon, très honnêtement, je me garderais bien de toute analyse de ce genre de propos qui sont souvent dans les premiers tours tendus, surtout en Amérique latine, il y a un peu chacun en général a ce registre de communication. Est-ce que moi, j'ai franchement du mal à imaginer qu'il y a un truc concerté entre Arauz, la droite, etc. Ça me paraît mais voilà, c'est vrai que c'est ce qu'il dit. On est sur deux gauches totalement irréconciliables. On ne peut pas imaginer demain un contrat de gouvernement entre les deux gauches. Non, je pense pas que ce soit complètement. Les passifs sont lourds, les contentieux sont lourds entre une partie de la gauche et le coréisme, ça c'est clair. Maintenant, encore une fois, je me garderai bien de toute prévision, mais est-ce que ça veut dire que cette gauche-là, dans le cas où Guillermo Lasso l'emporterait in fine, je pense que cette gauche-là ne voterait pas pour la droite. C'est ce que je pense. Hein. Je peux me tromper, mais c'est ce que je pense. Dans le cas où c'est Yacoub Pérez qui est au deuxième tour, elle votera pour Yacoub Pérez. Voilà. Mais est-ce qu'à l'inverse, un vote plutôt à droite ou plutôt du centre, en quelque sorte, ou des classes moyennes, va voter pour un candidat indigène? En fait, j'ai du mal à le penser aussi, parce qu'il y a aussi un sentiment conservateur assez anti-indigène qui peut s'exprimer. Donc, ça rend ce deuxième tour assez compliqué, même si Arauz a une prime quand même à la victoire. Il a fait 32% des voix. Il y avait au premier tour à peu près 18% d'abstention, ce qui est important, alors que le vote est obligatoire en Équateur. Il y avait 18% d'abstention, il y avait 12% de vote blanc et indécis. Ça veut dire que à peu près 30% des gens au premier tour n'ont pas voté pour un des 16 candidats en lice. Je pense qu'une partie de la réponse du deuxième tour, c'est que vont faire ces gens-là. Pour qui ils vont voter alors qu'au premier tour, ils n'ont soit pas voté, soit ils ont voté, mais pour aucun des candidats. Donc, c'est ça qui va, à mon avis, dessiner le deuxième tour. Et dans ce contexte-là, disons, Arauz peut raisonnablement compter sur un report de voix suffisamment important pour qu'il puisse l'emporter. Après, et j'en finirai là pour ne pas être trop compliqué dans le propos, quel que soit le gouvernement le président qui va sortir, parce qu'on sait maintenant que ce sera un président et non pas une présidente, eh bien, les difficultés seront quand même là, parce qu'on ne vote pas que pour le président et le vice-président, on vote aussi pour l'Assemblée nationale. Hein. Et donc,
il y aura probablement des difficultés à construire des majorités au sein de l'Assemblée. Et dans ce cas-là, je pense que ça remettra sur le tapis de manière un peu obligatoire des discussions finalement entre des gens qui ne se sont plus parlé depuis les 4-5 dernières années. Ensuite, sur quoi ça débouchera, j'en sais rien, mais nécessité faisant loi pour diriger un pays dans un contexte de crise économique cataclysmique qui attend ce pays avec 10% de récession, un chômage qui n'a jamais été aussi important depuis la fin des années 2000, etc., etc., la pauvreté et tout ça, ils auront fort à faire et donc je pense que ça poussera forcément à des discussions politiques pour dépasser les lignes figées qui caractérisent ce moment électoral. Un mot maintenant du Brésil. Dans quelle situation se trouve le Brésil? On est à mi-mandat pour Bolsonaro. Comment est-ce qu'il gère le Covid? Est-ce qu'il est toujours aussi populaire, Bolsonaro, parmi ses partisans? Alors, je sais qu'en général, on aimerait entendre non, mais il faut quand même regarder la vérité en face. Elle est assez désarçonnante. Bolsonaro jouit toujours d'une popularité vraiment importante au Brésil. C'est près de 40% des Brésiliens qui le soutiennent, ce qui est très important. Seul Lula a fait mieux depuis le début du XXe siècle. Donc, c'est quand même assez étonnant. Alors, il faut comprendre aussi que la crise du Covid a eu un impact parce que l'impact pour Bolsonaro, c'est que ça lui a fait perdre une grande partie des soutiens qu'il avait élus en 2018. Je pense, encore une fois, un peu comme à l'écran Équateur, mais dans un sens inverse, à ces fameuses classes moyennes urbaines qui avaient voté massivement pour Bolsonaro et qui ont d'ailleurs massivement voté contre lui aux élections locales de la fin de l'année dernière, en 2020, ce qui a fait dire à tout le monde que Bolsonaro était en train de s'effondrer. En fait, quand on gratte un peu, on voit que c'est plus compliqué parce qu'il a perdu cet électorat-là, parce que cet électorat-là a rejeté la gestion calamiteuse de la pandémie de Bolsonaro avec ses mesures anti-confinement. Et puis, elle a rejeté Bolsonaro aussi parce que maintenant, sa famille et lui trempent à leur tour dans des scandales de corruption qui vont revenir comme un boomerang d'ici à 2022. Donc, il faudra suivre ça. Mais par contre, Bolsonaro a réussi à s'attirer à lui un électorat nouveau qu'il n'avait pas avant et qui est un électorat beaucoup plus populaire, qui est un électorat justement qui recrute parmi ces travailleurs informels, les gens qui n'ont pas justement les moyens de se confiner parce que sinon ils meurent socialement et physiquement assez rapidement. Et mais parce qu'il leur offre des choses, il est en train de changer il leur offre une chose simple, il leur a offert de l'argent. Puisque Bolsonaro, sa réponse à la crise, ça a été de dire, voilà, moi je veux être celui qui va défendre le droit de travailler, c'est un discours de droite, hein, le droit de travailler, le droit de toucher un revenu, et je veux défendre l'économie parce que sinon, il y aura plus de morts par l'économie que par le Covid. Vous vous rappelez quand il disait ça? Ça s'est traduit par quoi? Ça s'est traduit par le fait que, aux grandes dames d'une partie de ses autres alliés, des marchés financiers, des élites économiques, etc., et de son ministre des Finances, qui est un orthodoxe néolibéral, il a mis en place un plan qui était d'ailleurs demandé par ses opposants, et à commencer par le Parti des travailleurs, d'une aide d'urgence qui a coûté 60 milliards de dollars au Brésil, ça fait 10% du PIB à peu près du pays, avec une aide d'urgence pour chaque Brésilien qu'on avait besoin et avec finalement une somme qui représentait à peu près la moitié du salaire minimum brésilien, mais ça a fait une allocation, si tu veux, qui était la plus importante que les Brésiliens ont jamais eue depuis la Bolsa Familia de Lula. Et beaucoup plus de gens l'ont touché. Ce qui fait que ça a permis à ces gens-là de pouvoir finalement supporter l'urgence de l'arrêt de l'économie et de leur travail parce qu'ils n'avaient plus le droit d'aller faire le petit vendeur, le taxi, etc. dans les rues. Et ces gens-là, manifestement, du coup, qui était plutôt d'ailleurs un électorat louliste avant, cette fois-ci, soutient Bolsonaro. Le problème, c'est que Bolsonaro, sous pression d'une autre partie de ses alliés, comme je disais, des marchés économiques, financiers, etc., il a dû arrêter ce plan fin décembre. Et donc, cette année, il a promis qu'il allait retrouver une formule pour permettre de garder ses allocations. Le petit problème, c'est que les marchés financiers, la bourse, etc., demandent, comme toujours, un arrêt des dépenses publiques et, disons, de serrer les finances. Hein. Comment il va faire Bolsonaro dans un contexte où l'épidémie repart de plus belle avec les variants, etc. Ça, c'est la question qui lui est posée. Et
la manière dont il va répondre dépendra de sa survie politique dans les mois qui viennent, qui vont déboucher sur l'élection présidentielle l'année prochaine. Donc, tout est ouvert, mais à ce jour, Bolsonaro n'est pas encore défait. Et la gauche n'est pas en mesure aujourd'hui de reprendre la direction des opérations sur le plan politique. Malheureusement, la situation n'est pas encore mûre. Et ça veut dire notamment que ceux qui misaient sur la fin du moment populiste au Brésil, aux États-Unis et par ailleurs dans le monde n'est pas aussi simple que cela. Non, je ne pense pas. On a une dernière justement question pour toi, Christophe. En France, Jean-Luc Mélenchon a longtemps assumé cette ligne populiste. Quand tu vois sa stratégie aujourd'hui pour la présidentielle, il parle à tout le monde, il appelle même à un pacte de non-agression, il affirme vouloir pacifier les relations avec les journalistes, il revient à un discours traditionnel de gauche. C'en est fini du populisme à la France Insoumise, selon toi ? Bon, moi, je pense que d'une manière générale, ce qu'on met derrière le mot populisme n'est pas fini du tout. Je pense que cette vague de dégagisme, cette vague de défiance par rapport aux institutions, au gouvernement, aux organisations intermédiaires, etc., au contraire, continue de se développer parce que tout simplement, les raisons qui l'expliquent continue de s'aiguiser et la crise sanitaire mondiale n'en est qu'un accélérateur de ces processus-là. Donc, pour moi, ça reste aujourd'hui, disons, l'arrière-fond sur lequel se jouent toutes les choses. Maintenant, la situation politique, si on parle de la France, c'est compliqué parce que tout est sous cloche. Donc, je veux dire, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de débat politique. Tout est sous la cloche du Covid, de la science, des médecins tous les jours à la télé. Enfin, il n'y a plus rien autrement que ça. C'est un peu compliqué. Dans ce contexte-là, je pense que, je ne sais pas, je ne suis pas à la tête de Jean-Luc Mélenchon, mais il est clair qu'aujourd'hui, pour lui, il a décidé de se lancer dans une campagne présidentielle très tôt. Il est sur le terrain. Le terrain, d'ailleurs, il est plutôt sur le débat des idées, sur l'espace numérique aujourd'hui, plutôt qu'autre chose. Il ne s'assoit pas sur des mouvements sociaux puissants, il ne s'assoit pas sur des vagues populaires qui s'expriment et qui revendiquent. Aujourd'hui, hein, on en est là. Donc, je pense que c'est une phase de la campagne et du moment politique où, effectivement, on ne peut pas déployer une stratégie offensive qui vise, si tu veux, j'imagine, déborder finalement les clivages traditionnels, etc. Donc, on est dans cette phase-là. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, et d'ailleurs, j'entends sa campagne électorale, quand même les fondamentaux, j'ai même envie de dire les basiques de sa campagne de 2017 sont tous là, hein, dans son analyse de la situation, etc. Donc, je ne vois pas de rupture par rapport à ça. Maintenant, il est clair qu'aujourd'hui, le paysage politique a changé depuis 2017, qu'il est bien obligé aussi de prendre en compte les autres offres politiques qui se dessinent et de chercher d'une manière ou d'une autre à tester la possibilité d'alliance avec eux. Ça me paraît assez normal quand on est un dirigeant politique qui prépare une campagne électorale. Mais en tout cas, c'est sûr que la stratégie populiste de 2017, telle qu'elle avait été le démarrage de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, ce n'est pas exactement ça qu'on voit. On voit autre chose. Mais est-ce que c'est un changement de ligne d'analyse? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est plutôt une adaptation à une situation et un système de contraintes, disons, de la période où il s'est lancé? C'est peut-être plus vers ça qu'il faut chercher. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup. Merci, Christophe. Merci, à bientôt. À bientôt. À plus.